le monde, je pense que j'ai une voix qui porte suffisamment, alors je vais pouvoir parler sans micro. Vous m'entendez bien en arrière, pas de problème? Oui. Excellent. Merci Michel, merci aux organisateurs de la conférence, merci à vous de venir aujourd'hui. J'ai l'intention aujourd'hui de vous parler d'un phénomène qui fait beaucoup parler de lui. On en a entendu beaucoup dans les médias, mais on n'a pas toute la ramification de ce que ça veut dire. Pour moi, c'est important parce qu'en même temps, en parlant, et ça sera aujourd'hui parler de ce que j'ai appelé moi le phénomène Snowden, l'effet Snowden, je veux parler du problème qui existe et des différentes ramifications que ce problème va apporter, si c'est un problème. D'ores et déjà, pour peut-être mettre la table et puis donner les couleurs, personnellement, pour moi, Snowden, je me fais souvent poser la question, vu que j'étais au confessionnal avant, et qu'on dit héros ou traître. Pour moi, c'est un héros. Moi, d'après moi, il a révélé des choses très importantes. Oui, on doit se défendre, on doit se protéger contre toutes sortes d'attaques. Oui, l'espionnage existe depuis que le monde est monde, et puis ça fait partie probablement des deux plus vieux métiers du monde, et les deux travaillent ensemble souvent. Dans cette perspective-là, je trouve définitivement, personnellement, qualifier Snowden d'être, pour moi, un bonhomme qui nous a rendu un grand service. Un grand service. C'est pas parce qu'on a besoin de se protéger et qu'au nom de la sécurité nationale et au nom de vouloir nous défendre, que l'on doit tomber dans un scénario kafkaesque où le gouvernement se permet de développer un système de surveillance qui fait que George Orwell, qui a écrit 1984, apparaît comme un optimiste comparativement à ce qu'on subit à l'heure actuelle. Je veux parler effectivement du phénomène de Snowden parce que ça nous interpelle à plusieurs niveaux. Et je pense que si on a la prétention de s'appeler des spécialistes, pour moi, et certains d'entre vous m'avaient peut-être entendu déjà le dire, pour moi, c'est une aberration que d'être un soi-disant spécialiste en sécurité et ne pas avoir l'œil sur l'horizon. Je suis de ceux qui critiquent grandement le domaine de la compliance, de la conformité, parce que pour moi, c'est les problèmes d'hier. Ce n'est pas les problèmes d'aujourd'hui, c'est encore moins les problèmes d'aujourd'hui. Alors, si on veut vraiment être proactif, on veut vraiment avoir un positionnement pour pouvoir se défendre, il faut être en mesure de regarder ce que l'avenir nous réserve. Et Snowden nous a révélé justement quelque chose qui se déroule au moment où on se parle, mais jusque vers quoi ça peut aller. Et ça nous révèle en même temps des choses à différents niveaux. Ça va nous révéler des choses, d'abord, la menace qui nous provient de ce que l'on appelait des alliés, mais qui sont peut-être pas si friendly que ça, des gouvernements qui ont des possibilités, des capacités extraordinaires. Ça va nous parler aussi, nous interpeller sur le fait que d'une certaine menace qui vient peut-être de l'interne. Parce que si on regarde un phénomène comme Snowden, il y a d'autres phénomènes, il y a d'autres cas comme celui du lieutenant de la marine, Jeffrey Delisle. C'est une nouvelle qui a été plus ou moins couverte dans les médias francophones récemment, mais extrêmement couverte par les médias anglophones. Pour ceux et celles qui n'ont pas entendu nécessairement ou qui ne se rappelleraient pas de qui est Jeffrey Delisle, Jeffrey Delisle, c'est un lieutenant de la marine à Halifax qui a été pris à donner des secrets aux Russes pendant 3 ans. Mais Jeffrey Delisle avait un accès bien particulier, il avait un accès spécial, donc en haut de très secret, où il avait accès à l'ensemble de l'information qui venait de l'OTAN, du pacte que l'on a avec nos alliés, évidemment des Américains, et toute la stratégie maritime que le Canada a pour l'Atlantique, pour l'Arctique aussi. Des informations très stratégiques sur le déplacement des sous-marins russes, sur les postes d'écoute électronique, les écoutes sonores que l'on a en Atlantique pour détecter justement le mouvement des troupes, etc. Assez spécial. Dans son cas à lui, il n'a pas rendu service à personne. Dans son cas à lui, c'est pas du tout un service. Alors, 2 scénarios bien différents que je vais explorer aujourd'hui.
que je vais regarder, que je vais étudier, que je vais voir un petit peu les ramifications de tout ça. Apparaît donc? Oui, on est parti. Snowden, lui, a été découvert. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient été intéressés à ce que Snowden a écrit. Ce que je trouve intéressant avec Snowden, évidemment, c'est l'ampleur du programme de surveillance qui a été présenté ou monté par la NSA. D'où ça vient et pourquoi le programme est si grand que ça? Il y a des choses à démystifier, il y a des choses peut-être à mieux comprendre. Tout le monde a entendu parler du programme CRIS, d'une panoplie d'autres programmes qui ont été élaborés par la NSA. Ce que l'on disait, ou ce qu'on a utilisé comme excuse, c'est qu'on avait besoin de monter un programme de surveillance de cette ampleur-là pour pouvoir se défendre contre des attaques terroristes potentielles. Le problème, lorsque le général Alexander, qui était responsable de la NSA, a été mis sur la sellette, on a dit, OK, combien de cas de terrorisme auxquels vous avez participé, que vous avez pu empêcher des attentats, quelque chose de genre. Les premiers numéros qui ont commencé à sortir, ou les premiers chiffres qui ont commencé à sortir, c'était environ de 51, 55 dossiers, etc. Mais quand on a gratté un petit peu plus, un attentat terroriste qui a été identifié dans leur programme, qui a été interrompu grâce à leur programme. C'est une méchante machine qui a été mise en place. Alors, on doit s'interroger sur la question, mais est-ce que le programme a vraiment été mis en place pour nous défendre contre le terrorisme ou il y avait d'autres intentions? Pour ça, il faut retourner à la fin de la guerre froide. À la fin de la guerre froide, 1990, le bloc soviétique tombe. On passe d'une confrontation militaire à une confrontation économique immédiatement. Là, c'est chacun pour soi, c'est chaque pays pour eux-mêmes. Il n'y a plus vraiment d'alliés parce que là, on compétitionne pour les mêmes parts de marché, on compétitionne pour les mêmes gros contrats internationaux. C'est vraiment une question que la sécurité nationale, maintenant, elle est moins territoriale et beaucoup plus économique. La sécurité d'un pays, la rentabilité d'un pays, la productivité d'un pays, c'est vraiment la colonne vertébrale maintenant des pays. Et c'est là où tout va se jouer. Et c'est exactement dans cette perspective-là qu'on voit dans les années qui suivent tous les services de renseignement offensif qui existent, tous les pays qui ont un service de renseignement offensif ont doublé, voire même triplé leur budget en matière d'espionnage. Début des années 90, on n'est pas aussi sophistiqué au niveau du cyberespionnage que l'on va le devenir plus tard. C'est totalement différent. Alors, on fait encore énormément affaire avec ce qu'on appelle du HUMINT, qui est du Human Intelligence, c'est de l'espionnage traditionnel où on utilise des humains pour aller voler de la technologie. Il y a des façons très différentes de le faire, dépendamment si on est européen ou si on est asiatique. Les Chinois procèdent avec ce qu'on appelle la collection de masse, où pratiquement tout ce qui sort de Chine est utilisé pour faire la collecte d'informations. Alors que les Européens, eux autres, surtout les Russes en particulier, si on prend l'exemple des Russes, vont surtout utiliser une méthode conventionnelle d'un agent, une technique, une opération. D'ailleurs, à cet effet, souvent, l'analogie qui est utilisée, c'est la cueillette des grains de sable sur une plage. Si on veut imager un peu comment ça se fait, c'est une image qui est souvent utilisée, on le disait. Les Russes vont, avec une chaudière, une pelle, sous la couverture de la nuit, aller à la plage, remplir le seau le plus possible, sauver avant que le soleil se lève. Les Chinois, c'est totalement différent. Les autres, les Chinois vont envoyer 1 millier de baigneurs, touristes, avec leurs petits speedos, sa plage, leurs serviettes, et à la fin de la journée, quand ils ont fini de s'amuser, ils vont tous secouer leurs serviettes au même endroit, puis ils se retrouvent avec une pile encore plus grosse que les Russes. C'est totalement différent. Alors, de ce côté-là, on a tout plein de gens qui sont utilisés, que ce soit dans les échanges technologiques, ou de techniciens, d'ingénieurs, des professeurs qui viennent ici. Les étudiants sont hyper utilisés, hyper employés aussi pour voler de la technologie. Mais des gens qui viennent aussi des fois pour des échanges culturels. Et leur simple collecte d'informations va être d'identifier des gens qui sont sympathiques à la Chine
et qui éventuellement vont être peut-être approchés cette fois-ci par des vrais agents qui vont venir les recruter, qui vont justement jouer sur cette carte d'amitié, de collecte qui va pouvoir être fait éventuellement avec ces gens. Ce que Snowden nous a dit aussi, c'est qu'il y a des gouvernements maintenant qui ont passé à des niveaux super déployés. Et lorsqu'on utilise l'argument, comme je le disais tout à l'heure, de vouloir nous protéger contre le terrorisme, il y a des statistiques intéressantes qui sortent, qui sont pas mal troublantes. À titre d'exemple, une information que Snowden a sortie, soit dit en passant, Snowden a sorti 1,2 million de documents, donc on n'a pas fini de voir qu'est-ce qu'il y a encore à sortir. Une information qui est sortie à un moment donné, c'est que la NSA avait procédé à l'interception pendant un mois de 75 courriels, 75 communications de toutes sortes en France. Nouvelle. Ça, c'est intéressant, parce qu'à divers niveaux, ça dit des choses intéressantes. Dans un premier temps, la France. Pourquoi la France? La France est pour réputer d'être un pays où l'islam prédomine, où les terroristes viennent abondamment vers nous, etc. La France est supposée d'être un allié. 75 millions d'interceptions. Il n'y a pas 75 millions d'habitants en France. Il faut dire que, par exemple, il y a pas mal de monde qui ont été interceptés, mais il y a des gens aussi qui ont dû être interceptés à plusieurs reprises, etc. Qu'est-ce que ça livre comme information, ça? C'est que, un, c'est faux, la prétention de vouloir nous défendre contre le terrorisme. Deux, on va aller même chez nos alliés pour voler des informations. Et trois, ce n'est pas strictement des gens à caractère militaire ou politique qu'on va interviewer, qu'on va espionner, mais probablement monsieur et madame tout le monde qui travaillent pour des grandes entreprises, des entreprises qui sont probablement en compétition avec des entreprises américaines, mais qui permettent, comme Robert nous a expliqué un peu plus tôt, qui nous permettent de rentrer par la porte de derrière pour aller voler des informations à caractère stratégique, confidentiel, propriété intellectuelle. Et ça, c'est très, très, très problématique. Je pense que ça nous a permis toutefois de nous donner un certain réveil collectivement. Et on voit maintenant de plus en plus d'organisations qui commencent à prendre la sécurité peut-être un peu plus au sérieux, parce que là, ils s'aperçoivent que ce n'est pas simplement les vilains traditionnels comme les Chinois, les Russes, etc., mais on parle aussi maintenant des soi-disant alliés, qui sont vraiment très déployés. Et à cet effet, les Américains ont répliqué, oui, mais nous autres, écoutez, on suit la loi, on n'espionne pas les citoyens américains. Alors, ça veut dire quoi, ça? On espionne 90% de la planète, mais 10% qui n'est pas espionné. Un mot, c'est tout. Mais en même temps, on regarde dans quelle alliance on fait partie, nous autres, les Canadiens. On fait partie des fameux Five Eyes. Ça, c'est l'Angleterre, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada, qui a une alliance anglo-saxonne qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et tous nos agences de renseignement, la NSC aux États-Unis, CSEC ou le STS ici au Canada, qui fait exactement le même travail, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous, on partage nos renseignements, puis on a établi autour de la planète une ceinture d'écoute électronique qu'on partage entre ces 5 alliés-là. Et au Canada, on va observer exactement la même rengaine. On n'espionne pas les Canadiens, c'est illégal, on n'a pas le droit d'espionner les Canadiens. Sauf que pour un Américain, un Canadien, c'est pas un Américain, et pour les Canadiens, un Américain, c'est pas un Canadien. Donc, on espionne sur chacun et on s'échange nos cartes de baseball. C'est assez simple, trop simple pour ne pas être une insulte à tout le monde. Donc, au bout de la ligne, ça nous ramène à regarder quoi. Est-ce qu'on peut compter sur nos gouvernements? Est-ce qu'on peut compter sur nos systèmes? Est-ce qu'on peut compter aussi sur nos grands fournisseurs, Google, etc., pour nous protéger? Ben non, parce que là, tout d'un coup, Snowden nous révèle que tous ces enfants de cœur-là ont participé, consciemment ou inconsciemment. Là, ils se défendent en disant, ben non, on n'a pas fait ça, ils l'ont fait contre notre volonté. Parce qu'évidemment, vous savez, toutes ces grandes littératures qu'on nous donne au début, qu'il faut dire, j'accepte, que personne ne lit.
il y a quelque part qui disent qu'ils vont protéger notre information, mais ils ne la protègent pas. Alors, il y a un certain réveil obligatoire ici, qui nous amène à regarder l'importance de vouloir travailler à se protéger soi-même. Et ça commence beaucoup plus par se développer des réflexes que de développer des systèmes de sécurité seulement. C'est certain que je ne me rends pas populaire auprès de fournisseurs d'équipements, je ne me rends pas populaire auprès de certains spécialistes en technologie, mais à quelque part, moi, c'est beaucoup plus une question humaine. Derrière un écran cathodique ou devant un écran cathodique, il y a toujours un humain, c'est là le point le plus faible de la sécurité. Ça a beaucoup plus à faire, comme je le disais, avec une culture des affaires, une culture de la sécurité que l'on doit développer personnellement, et beaucoup moins à faire avec des gars qui serrent les poignées de main à minuit le soir, ou des barreaux des fenêtres, ou des firewalls. Et les Snowden qui vont révéler des choses amènent un autre élément. Et pour ceux et celles de la salle qui travaillaient comme responsables de la sécurité, ça amène une nouvelle génération de gens. Snowden a été qualifié de ce qu'on appelle un whistleblower. Un whistleblower, c'est quelqu'un qui, par profil, habituellement, a une assez haute éthique professionnelle. Un whistleblower, c'est pas juste un shit disturber. C'est pas quelqu'un qui simplement veut faire de la merde, puis simplement faire du trouble de son organisation. Les vrais whistleblowers sont des gens habituellement hautement qualifiés, hautement éthiques, hautement professionnels, qui ont essayé longtemps, à l'intérieur même de leur organisation, de sensibiliser leur organisation afin de corriger certains problèmes qu'ils ont identifiés. Mais à un moment donné, ils sont totalement bâillonnés et la seule alternative qui leur reste, c'est d'aller publique. Et ça va arriver, je pense, de plus en plus. Parce que si on regarde depuis quelques années, on a eu des cas assez extraordinaires et assez spectaculaires. Tout le monde se souvient du soldat Manning, qui a donné près de 250 000 documents à Wikileaks. Wikileaks qui encore aujourd'hui continue à fournir toutes sortes d'informations très intéressantes de tout acabit. Maintenant, tu as un journal qui s'appelle The Guardian, un journal très respecté en Angleterre, qui vient de sortir un nouveau programme informatique qui permet maintenant à des gens d'entrer en communication avec The Guardian, de pouvoir révéler des informations et ça protège leur identité, l'origine de l'information, etc. Mais qui permet une communication et de valider la source, parce qu'évidemment, le Guardian est un journal réputé, il ne va pas publier quelque chose qui n'a pas été validé. Dans cette perspective-là, on voit donc maintenant un système, certains l'appelleront de manière peut-être un peu méchante, un système de délation. Je ne l'appellerai pas nécessairement, moi, un système de délation. La délation, je l'associe plus à des informateurs, à des rats dans le système criminel qui vont stouler sur d'autres. C'est plus un système de dénonciation, où on va dénoncer des situations inappropriées. Et ça permet, je pense, pour la première fois dans notre histoire moderne, de voir d'avoir une implication où les dirigeants d'entreprise, les responsables d'entreprise vont être obligés maintenant de rencontrer des standards d'éthique et de professionnalisme qui sont imposés aux gens qui viennent travailler dans leur entreprise, mais qui ne sont pas toujours suivis par les exécutifs. On n'a qu'à écouter la commission Charbonneau ou compagnie. C'est vraiment là maintenant, faites ce que je dis et faites ce que je fais, plutôt que faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Donc, on va en avoir de plus en plus, et là, la menace va commencer à venir de l'intérieur. Où maintenant, avec les réseaux sociaux, ça va être très, très, très facile de pouvoir se lancer et de ramasser de l'information et de distribuer cette information-là dans un éclair sur la planète. Et après ça, débrouillez-vous avec le mess médiatique et les conséquences, peut-être même légales, qui vont suivre de cela. Donc, ça amène une perspective au travail au niveau de la gestion de l'information, au travail de la protection de l'information qui est totalement différent. Ça amène un aspect au niveau du travail ce que j'appelle le contre-espionnage et de la protection contre l'espionnage corporatif aussi à un autre niveau. Évidemment, les 5 agents de menaces qu'on a identifiés dans le passé restent encore la menace à provenance étatique,
donc les États qui vont générer, soit par le cyberespionnage, soit par d'autres formes d'attaques, des attaques contre des gouvernements ou des entreprises. La deuxième agent de menace, c'est compagnie contre compagnie. Encore une fois, tu as des États, tu as des compagnies qui ont des moyens extraordinaires. Si on prend Siemens, un type d'exemple qui a été pris il y a quelques années, une grosse compagnie allemande, ben, il y avait un budget secret de 2,4 milliards d'euros au Liechtenstein. Ça, 2,4 milliards d'euros comme budget pour faire de l'espionnage, pour acheter du monde, pour donner des pots de vin, etc. C'est un plus gros budget que la GRC et le SCRS combinés ensemble. Ça, c'est une compagnie seulement. Tu vas voir des compagnies comme Samsung ou d'autres compagnies de ce calibre, en Corée du Sud, etc. Ils ont des budgets tout aussi faramineux. Évidemment, tu as le crime organisé qui de plus en plus commence à être très intéressé. Et Eric, ce matin, nous révélait quelque chose de très intéressant au sujet de la quantité de Russes qui viennent s'amuser au Québec, parce qu'ici, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. À un point, on est naïf sur le bord d'être stupide quand ça vient à la sécurité. Donc, à quelque part, il y a quelque chose qui va se passer, qui va continuer de se passer à l'heure actuelle ici, dans ce domaine-là. Tu as évidemment les employés. Ça, les employés sont, d'une manière, c'est un problème très, très, très important, parce qu'à la fois, c'est le fer de lance de l'entreprise, mais c'est aussi le talon d'Achille de l'entreprise. D'ailleurs, lorsqu'on étudie les domaines de la sécurité, on s'aperçoit que 80 à 85% de tous les dossiers d'espionnage ont été facilités ou faits par l'entremise d'une personne à qui on a donné légitimement accès à l'information. Ce ne sont pas des gens qui sont entrés de manière clandestine dans l'entreprise, c'est des gens qu'on a utilisés. Robin nous parlait ce matin de différentes techniques comme spear phishing, etc. C'est ça, c'est quelqu'un à un moment donné qui, intentionnellement ou accidentellement, maladroitement ou malicieusement, va s'apercevoir, hey, j'ai une information intéressante ici que je pourrais vendre à compétition, ou tout simplement, naïf, ouvre quelque chose qui n'est pas supposé d'ouvrir, mais le mal est fait, ça rentre et l'information part. Au bout de la ligne, le résultat est exactement ça. Le même. Et le cinquième agent de menace, qui sont les activistes. De plus en plus, les activistes commencent aussi à être très sophistiqués, à rentrer. Il y en a de tout acabit, Anonymous étant le plus populaire, mais il y en a de tout acabit. Mais ça revient encore à cet effet que je pense que je veux rappeler depuis tantôt. C'est l'effet maintenant que, à la fois, les entreprises vont être maintenant mises et les gouvernements vont être maintenant mis en lumière s'ils ont dans leur placard des squelettes que ça fait longtemps qu'ils cachent et qu'ils ne veulent pas révéler. Le temps va peut-être arriver bientôt pour certains d'entre eux de se faire révéler contre leur gré et d'avoir à subir les conséquences de ces effets. Mais comme je disais, il y a toutes sortes de cas et de dossiers qui commencent de plus en plus à sortir aussi, où on a des intentions malicieuses, comme Jeffrey Dillon, comme un autre individu aussi qui a été arrêté à Toronto en septembre dernier, Quinton Wong, qui est un monsieur chinois d'origine, qui travaillait pour une compagnie qui s'appelle Lloyd's de Londres, qui est responsable du domaine maritime. Et cette compagnie-là était responsable de regarder à la construction, une partie des travaux en tout cas, la construction des frégates militaires qui sont construites par Irving à Halifax. Le monsieur a été intercepté au moment où il se préparait à s'en aller vers la Chine pour aller vendre des secrets au gouvernement chinois. Et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est juste la pointe de l'iceberg parce que lorsqu'on regarde jusqu'à quel point on a un problème au niveau de l'espionnage corporatif au Canada, il est estimé à l'heure actuelle que c'est entre 100 et 125 milliards de dollars que l'on perd annuellement à cause de l'espionnage industriel. 100 à 125 milliards de dollars, c'est une sacrée beurre pour un petit pays comme nous. Alors, on se demande pourquoi, à ce moment-là, nous, on est si visés que cela. Le Canada, c'est une société basée sur le savoir. C'est une société qui a énormément de centres de recherche. C'est une société aussi qui a non seulement des secrets à protéger, mais c'est des secrets aussi que l'on a de nos amis. Parce que le Canada est à la grande table de l'OTAN, de NORAD, etc. Donc, on n'a pas simplement nos secrets à nous autres, on a aussi des secrets de nos amis. Donc, dans cette perspective-là, ça nous oblige à être beaucoup plus vigilants,
Mais en même temps, ça fait de nous un terrain de jeu très intéressant pour les systèmes internationaux qui vont venir ici parce qu'ils savent très très bien qu'au niveau de la sécurité, au niveau du réflexe de sécurité, on ne peut plus faible dans cette perspective. C'est pour ça qu'il y avait, voyons, les chiffres des scanner bleed étaient si élevés au Canada. Oui. Dans l'explication qu'ils donnaient qu'il y avait beaucoup de Bleeding Heart, tu parles de Bleeding Heart? Pardon? Tu parles-tu de Bleeding Heart? Hardy, oui. Qu'il y avait autant de cas, de dossiers, de port ouvert, whatever. Oui. D'ailleurs, à cet effet, une compagnie qui s'installe à Montréal. D'ailleurs, à cet effet, une étude qui a été faite par Bell Canada il y a quelques années passées révélait qu'il y a plus de 3 millions d'ordinateurs au Canada, puis entre 3 à 10 millions, ils sont pas certains, entre 3 à 10 millions d'ordinateurs au Canada qui seraient des ordinateurs zombies à l'heure actuelle. 3 à 10 millions d'ordinateurs au Canada qui ont été pénétrés et qui sont présentement sous le contrôle de 50 millions. Ça fait pas mal d'ordinateurs. Et ça fait des méchantes brèches dans le système, effectivement. D'autres commentaires, d'autres questions? Oui? J'ai été obligé de sortir une minute, je ne sais pas si la question était soulevée. Il y avait en début un commentaire par rapport à la conformité. Oui. Compliance. Tu connais, tu sais que j'ai un petit côté régulateur interne, puis ça. Là, j'ai un questionnement que je partagerais. Oui. Le compliance, on dit, ça a des limites, évidemment, comme toute autre intervention de sécurité, c'est que ça ne regarde pas par en avant les problèmes qui s'en viennent. J'ai toujours eu la perception, puis là, c'est ça que je voudrais valider, que le compliance permettait au moins que les erreurs, les conneries qui sont connues, qu'on met un stoppeur là-dessus pour arrêter de les répéter. Oui. Je veux dire, il me semble que le compliance, on met un X là-dessus, si on met un X sur le compliance, il y a des choses, des problèmes réglés qui vont ressurgir. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Je n'ai pas mis un X sur le compliance. Ce que je dis, par exemple, c'est que une alerte ou une mise en garde, c'est le mot que je cherche. Une mise en garde, ne vous fiez pas que quand un système de compliance ou un processus de conformité, pour croire que vous êtes suffisamment prêt pour vous protéger, tout est beau, tout est fini, tout est correct. Je pense que Robert a fait une excellente démonstration aujourd'hui qu'au-delà de cela, il y a d'autres réflexes qui doivent être développés. Mais c'est une base. Effectivement, on doit apprendre de notre expérience, on doit apprendre des expériences passées. C'est un excellent point de départ. Mais au-delà de juste la conformité, ce que je prêche, c'est qu'on se doit, comme expert, de regarder vers l'avant. Une conférence comme celle qu'on fait à l'heure actuelle nous permet justement de pouvoir commencer à regarder sur l'horizon et de voir les menaces qui sont émergentes et de commencer à projeter vers l'avant le type de défi, le type de challenge auquel on peut être confronté très bientôt ou qu'on est déjà peut-être confronté avec. Et la question maintenant, c'est comment on va affronter ces choses-là. On peut attendre que la tarte nous arrive d'en face, mais après ça, il faut se nettoyer et on a l'air fou. Ou on peut voir la tarte arriver, se préparer, l'éviter et là être en mesure d'être beaucoup plus positionné stratégiquement pour justement répondre à la question. C'est ça le défi auquel on est confronté. Et je pense que, et c'est pour ça que je voulais parler aussi un peu aujourd'hui de l'effet Snowden, parce que je pense que là maintenant, il y a comme un changement de paradigme qui est en train de s'effectuer, un changement de prise de conscience qui est en train de s'effectuer dans notre communauté de la sécurité, qui nous amène de plus en plus à réfléchir de manière beaucoup plus proactive qu'on ne le faisait auparavant. C'est certain que dans la salle aujourd'hui, on a une myriade de gens qui sont d'un côté du spectre jusqu'à l'autre. On a des gens qui sont beaucoup plus du côté de la conformité, il y a des gens qui sont beaucoup plus du côté des attaques ou de tenter de tester des systèmes, etc. Mais à quelque part, je pense qu'on a à peu près tous le même objectif, c'est-à-dire de chercher à mieux se positionner. Parce qu'en même temps aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant comme nouvelle récemment, vous avez tous entendu parler probablement que les États-Unis ont procédé avec la mise en accusation et la condamnation de 5 hackers chinois. Ces
5 hackers chinois-là font partie d'une unité militaire strictement dévouée à venir attaquer régulièrement des entreprises occidentales. Ça semble être un coup d'épée dans l'eau. 5 hackers chinois, il y a une unité complète qui est là, à quoi ça va servir, etc. Mais je pense qu'à quelque part, il y a une certaine prise de conscience aussi qui commence à s'effectuer. Le problème auquel on est confronté avec l'Internet sur la planète, c'est que ça demeure encore le Wild West. Hein? C'est l'Ouest indompté, indomptable, où tout peut arriver, tout se passe. Même un boy dans son sous-sol qui ne sait pas quoi faire de lui est capable de faire autant de mal qu'une unité chinoise, sinon plus à l'heure actuelle. Le problème aussi auquel on est confronté, c'est que comme société, à l'heure actuelle, notre dépendance face à l'informatique est directement proportionnelle aux risques qui s'ensuivent et des conséquences qui s'ensuivent. Et plus on devient dépendant, plus effectivement les conséquences d'une attaque peuvent avoir des conséquences très dramatiques. À cet effet, les Chinois ont une stratégie très élaborée, très développée et assez ouvertement discutée sur ce qu'ils ont l'intention de faire face à l'informatique. Parce que les Chinois, ils sont intéressés à voler des secrets à caractère politique, des secrets à caractère militaire, en particulier, afin de pouvoir se positionner stratégiquement, mais aussi à caractère économique. Parce que, encore une fois, je retourne sur ce que je disais en entrée de jeu, qu'on est rendu dans une confrontation à caractère économique beaucoup plus que militaire. Mais les Chinois restent encore du côté militaire, parce qu'ils ont encore l'intention de dominer militairement la sous-région dans laquelle ils se trouvent. Et pour ce faire, ils savent que l'Occident qui soutient et qui supporte certains pays d'Asie et d'Asie du Sud-Est ont besoin d'être considérés comme ennemis potentiels. C'est pour ça qu'à chaque jour, littéralement à chaque jour, on a des attaques qui sont faites sur notre système, particulièrement notre système d'infrastructure essentielle. Le système d'infrastructure essentielle au Canada, ce qu'on entend par ça, c'est, dis-moi, la colonne vertébrale de notre économie. C'est dans les grands silos verticaux industriels, c'est le système alimentaire, le système de communication, le système banquier, le système de transport, et on peut aller comme ça pour à peu près 11 différentes silos. Le problème, c'est que si l'un de ces silos-là est attaqué et s'écrase, il peut commencer un effet de domino qui va complètement nous neutraliser. D'ailleurs, à cet effet, en 1999, il y a un livre blanc qui a été écrit par 2 généraux chinois qui étaient colonels, mais qui sont rendus généraux, et qui disait très clairement, en 1999, si on a une attaque, si on a une guerre contre l'Occident, la première vague d'attaque qu'on doit lancer, c'est une attaque massive au niveau cyberattaque, au niveau cybernétique, pour rendre notre opposant aveugle, muet et sourd d'un seul coup. Et depuis, on a eu des exemples où justement ces attaques-là ont été déployées, peut-être par d'autres pays, mais on s'aperçoit que maintenant, c'est rendu une arme très élaborée et très développée. Les Russes, à titre d'exemple, vous vous souviendrez, il y a eu un conflit en Géorgie il y a quelques années passées. La première attaque qui a été faite, la première chose qui a été faite, c'était une attaque massive IOS contre la Géorgie. Et le gouvernement géorgien et les forces militaires géorgiennes ont perdu complètement le contrôle de leur système informatique pour le pays entier. Totalement. Récemment, encore une fois, ils ont répété quelque chose de similaire lorsqu'ils sont allés en Crimée, en Ukraine. Alors, dans cette perspective-là, tous les pays du monde sont en train de se préparer pour ce genre d'attaque, si besoin il y a, si une confrontation militaire devait avoir lieu contre d'autres pays. Mais ces mêmes outils-là sont exploités, sont utilisés aussi par les gens du crime organisé. Et à l'heure actuelle, on est vraiment en état de guerre lorsqu'on parle du cybernétique. Est-ce que ça donne des munitions aux organismes comme la NSC de développer des politiques justement pour espionner tout le monde puis justifier tout? Ça donne des excuses, définitivement. Comme on a utilisé l'excuse du 11 septembre 2001 pour dire il faut surveiller, il faut regarder. Et à quelque part, il y a une certaine logique qui peut être présentée que la fin justifie les moyens. C'est au nom de la sécurité nationale, c'est au nom de vouloir vous protéger qu'on va dire qu'on va vous écouter tout le monde. Le
problème, C'est une rhétorique qui est justifiée. C'est une rhétorique qui est justifiée. Qui est justifiable, mais pas nécessairement justifiée. Parce qu'à quelque part, c'est là le danger qui existe dans le domaine de la sécurité et de l'ancien employeur pour qui il a travaillé, c'est d'arriver et de dire, ben, c'est ça qu'on doit faire si on veut vous protéger. Le problème, c'est que l'histoire nous démontre amplement que ça entraîne constamment des abus. Il y a constamment des abus qui sont faits à partir justement de cette volonté de vouloir nous protéger, qui part peut-être d'une volonté totalement bien fondée ou avec de bonnes intentions, mais on s'aperçoit à un moment donné que ça dérape. Et ce que Snowden nous disait, en fin de compte, c'est que on perd contrôle de la machine. Et si on n'a pas plus de transparence, si on n'a pas plus d'imputabilité dans notre système, on laisse au gouvernement, en particulier si on parle des gouvernements, la chance d'être le juge, le bourreau, le justicier et le gardien de prison. Ils sont tous. Parce que c'est les gouvernements qui vont identifier la menace, qui vont qualifier la menace, qui vont décider qui est une menace. C'est les gouvernements qui vont écrire les lois pour justifier les attaques et les façons de procéder contre cette menace-là. C'est le gouvernement qui va déployer les ressources pour aller mitiger et neutraliser les menaces en question. Et éventuellement, c'est le gouvernement qui va prendre la décision d'arrêter, de neutraliser cette menace-là. Bon, si aujourd'hui, on est capable de dire, bon, quelqu'un qui a les cheveux bruns, qui a une grosse barbe, qui a un teint olive, c'est quelqu'un de suspicieux, ben pourquoi demain, ce ne sera pas les cheveux blonds avec les yeux bleus? C'est aussi simple et aussi bête que ça à l'heure actuelle. Et c'est exactement ce qui s'est produit si on regarde le 11 septembre 2001 avec ce que Bush et son administration ont fait avec l'ouverture de Guantanamo Bay. Et là, il y a 149 gars, on ne sait pas quoi faire avec, qui n'ont jamais été condamnés pour quoi que ce soit, puis qui sont en prison depuis très longtemps, puis qui sont sur le bord de sortie. Et parce qu'on est sorti à l'extérieur du cadre juridique qu'on s'était donné, qui sont des balises pour pouvoir s'assurer qu'on n'ira pas trop loin et qu'on n'ira pas abuser de cette situation. Mais ça arrive trop souvent. D'ailleurs, si vous permettez une petite analogie, c'est le temps qu'il me reste. Quoi? Le temps que tu veux. Le temps que je veux. C'est bon, c'est pas trop plat, ce que je dis. Si vous me permettez une petite analogie, pour certains d'entre vous qui avez peut-être des enfants, c'est quand vous devenez parent, et surtout quand c'est voulu, là, quand c'est voulu et désiré, habituellement, la naissance d'un enfant, c'est une belle occasion. C'est le fun. Tu sais? Et mon ex-compagne et moi, lorsqu'on a eu nos enfants, on était heureux, on les attendait. C'est le fun, tu regardes ce petit bout-là, puis ça fait plus. À ce moment-là, tu es dans la joie, l'allégresse, l'amour, etc. Et tu dis, je vais prendre un engagement. Moi, je ne lèverai pas mon enfant en y vargeant dessus. Je ne lèverai pas mon enfant en y criant après. C'est pas comme ça que je vais élever mon enfant. Mais à un moment donné, ce petit bout-là, ça grandit. C'est lui, Eric, oui. Ces petites affaires-là, ça grandit. Et ça développe sa parole, ça développe même son intention de penser tout seul. Et vient le jour où c'est le vendredi, c'est la fin de la semaine, tu es fatigué, tu as eu une grosse semaine, tu es écœuré, tu as juste le goût de rentrer à la maison, puis de te coucher ou de prendre un coup. Là, tu es à l'épicerie, tu viens pour acheter l'épicerie pour ce soir, puis là, il y a des maudits bonbons, il est placé juste à côté de la caisse, parce que là, tu es pogné à la queue, puis là, tu as le petit qui veut pour avoir une palette de chocolat. Okay? Et là, la crise décolle parce que tu as dit non. Tous les parents ont vécu ce moment où le beau petit bonhomme, là, ou la belle petite bonne femme que tu adores, etc., tu veux juste l'étouffer. Il n'est plus endurable. C'est devenu un petit monstre. C'est à ce moment-là précis, quand tu serais prêt à l'étouffer, ce petit bonhomme-là, que l'engagement que tu as pris au tout début prend toute son importance. Que je ne vargerai pas puis je ne taperai pas dessus, je vais prendre mon temps, même si des fois c'est top. Et tous les parents l'ont vécu plus qu'une fois. Ils ne sont même pas encore rendus à l'adolescence. C'est quelque chose de spécial. Notre système judiciaire, notre système que l'on se donne, est
est exactement muni de cette manière. On se donne des balises très précises dans notre système judiciaire et dit on ne va pas dépasser ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec le 11 septembre 2001? L'administration Bush, on dit, on met un time-out sur le système judiciaire, on va faire des prisons secrètes, on va faire de la torture par proxy, on va faire des emprisonnements illimités, secrets, où les gens n'auront pas accès à leurs avocats, parce que la fin justifie les moyens. C'est juste temporaire, mais on est obligé de faire ça à cause des circonstances. Grosse erreur tout de suite en partant. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Là, on est dans le marbre, en pas pour rire, depuis ce temps-là, à cause de M. Bush en particulier. Il n'a pas contribué à la solution, il a contribué au problème. Il y a une étude de l'Université Harvard qui est sortie récemment qui estime que depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis tout seuls ont dépensé entre 4 à 6 trillions de dollars en matière de sécurité. Vous sentez-vous plus sécure depuis? Donnez-moi juste 10 moi. Je vais vous les régler, les problèmes terroristes. Je vais vous régler ça. On va tous les acheter. Ça va être facile. Trillions canadiens ou français? Je m'excuse. Trillions canadiens, français ou américains? Trillions américains. Non, mais. Trillions d'argent. Après, en français, tu as millions, milliards, billions, trillions. En anglais, c'est billion, trillion. Billion, trillions. On est dans le trillions. C'est le mot pourquoi les Russes ont pris la décision de garder Snowden. Parce que c'est pour donner une claque aux États-Unis ou pour promouvoir le séquenage d'héros? Ou pourquoi ils ont fait ça? Là, ça fait partie du jeu politique des relations internationales. C'est définitivement pour embarrasser l'administration de M. Obama, affaiblir l'administration de M. Obama. Il faut comprendre que Poutine, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est un stratégiste de haute gamme qui est un ancien colonel du KGB, soit de 100%. Donc, c'est un bonhomme qui est fort en stratégie, qui prépare ses coups longtemps à l'avance. Et pour garder Snowden, c'était effectivement juste un moyen d'embarrasser l'administration, avec peut-être la possibilité d'y diffuser une couple de secrets, si peut-être on arrivait à faire part. Ils sont tous publics, anyway. Ça va? Ils sont tous publics, Commence à être pas mal public. Ouais, je voudrais revenir sur ce que vous disiez au sujet de la tendance vers le whistleblowing. Effectivement, on voit de plus en plus de documents qui sortent. Je pense au niveau des prosécutions aussi, pour trahison, c'est une chose, probablement on va connaître de plus en plus. Maintenant, le fait de rendre cette information publique, de combattre de métaphores, de mettre la lumière, d'exposer, de braquer les caméras, etc., est-ce que ça se traduit vraiment vers une conscientisation de la population qui demande des changements? Est-ce que ces demandes-là se traduisent dans des changements ou au contraire, est-ce que ça ne désensibilise pas les gens de dire ah ben, de toute façon, il y en a tellement, de toute façon, il n'y a rien à faire? Est-ce qu'il n'y a pas. Je suis pas au courant. Vous avez la foi que ça va se déboucher sur quelque chose? Je n'ai pas tombé sur d'études qui révèlent officiellement ce qui s'est produit dans la population en général, mais je peux observer de manière empirique des changements pas mal intéressants. À titre d'exemple, les révélations de Manning n'ont pas réussi à faire grand-chose. Ça, c'est le soldat américain qui a révélé le cover-up qui a eu lieu en Irak lorsqu'un hélicoptère américain a tué un groupe de journalistes et des civils par accident, mais c'est quand même arrivé. Et l'armée américaine a tenté de le couvrir. Mais dans le cas de Snowden, il y a eu le président américain qui a subi tellement de pression en général, parce que là, on révélait qu'on avait espionné nos amis, on avait espionné les Allemands, les Français, les Brésiliens, etc. Et ça, c'est ceux qui ont été connus, que le président a dû faire un comité spécial pour étudier la question et éventuellement faire une présentation à la nation américaine pour dire, écoutez, on est peut-être un petit peu allé trop loin, on ne va pas se couper des moyens qu'on a, mais on va peut-être établir des balises un petit peu plus. Ben, c'est ça, mais on va peut-être, c'est pas mal qu'on est Ouais, on va peut-être, oui, mais un coup de pas, mais un coup de pas. Je paraphrase, j'en suis certain. Et j'ai exactement le même cynisme ou les mêmes doutes face à tout cela. D'où l'idée, de plus en plus, d'exiger
qu'on ait plus de transparence, plus d'imputabilité, plus de capacité à pouvoir voir exactement ce que les services de renseignement font. Est-ce que ça va être fait? Écoutez, toute démocratie est un travail en permanence, toute démocratie prend du temps, c'est work in progress, comme ils disent en anglais, c'est pas nécessairement parfait du jour au lendemain, ça prend du temps. Il va y avoir beaucoup de résistance dans le système parce que le système est conçu pour résister à ces attaques. Donc, le système va tenter de neutraliser de plus en plus ces choses-là. C'est certain. Regardez juste, je vais vous donner un exemple, une anecdote peut-être un peu différente. Regardez juste ce que le gouvernement Harper a sorti sur la loi pour décriminaliser la prostitution à l'heure actuelle. Tout le monde dénonce ce que le gouvernement Harper a fait, c'est parce qu'il a juste fait 4,30 sous pour une pièce. Il a juste criminalisé d'une autre manière. Et là, pour défaire ce qu'il vient de faire, il va falloir retourner encore une fois à la Cour suprême, mais on est bon pour un autre 10-12 ans avant qu'on se rende là. Et c'est ce système-là qu'il faut dénoncer. Mais bon, éventuellement, mais ce que l'on vit à l'heure actuelle, qui n'était pas là avant, qui n'a pas existé avant, c'est la capacité pour monsieur et madame tout le monde d'avoir dans la paume de sa main sur une clé USB une librairie complète d'informations. Avant, lorsque j'ai commencé ma carrière au contre-espionnage, c'était typique des films qu'on voyait, il fallait des petites caméras, il fallait faire des photocopies, il fallait sortir des papiers. C'était difficile. À ce temps, on met ça dans la paume de main, puis c'est comme je le dis, une librairie complète. Et la dénonciation, à grande échelle, elle est accessible à monsieur et madame tout le monde. Mon petit bonhomme de 10 ans à la maison, il se prend en vidéo, puis il met ça sur YouTube en 2 temps, 3 mouvements, j'ai pas le temps de l'arrêter. C'est la même affaire qui va être fait maintenant. Certains auront peut-être payé le prix parce qu'ils n'auront pas la capacité de pouvoir se protéger. Et là, tout d'un coup, on apprend cette semaine, c'est la première fois, qu'un journal comme The Guardian, qui est très réputé, sort maintenant un programme qui va permettre justement à des gens d'aller révéler des choses sans se vouloir dénoncer ou sans s'auto-dénoncer. Il y en a qui seront toujours maladroits et qui vont réussir, mais ça risque d'ouvrir la porte. Et à un moment donné, même si, ça me rappelle un peu la guerre de Corée, vous savez, la stratégie des Chinois en guerre de Corée, c'était d'envoyer des masses de gens, des vagues, un après l'autre. La première ligne était toute abattue, la deuxième était toute abattue, mais la troisième réussissait à passer. C'est probablement ça qu'on va avoir de plus en plus avec la détention. Est-ce que vous croyez qu'utiliser des logiciels open source ou des systèmes ouverts, ça peut être efficace pour la défense, surtout contre les backdoors? Ou ça ne fait pas de différence entre les deux? Je ne suis pas certain si je sais bien votre question. Supposons que je veux utiliser Linux ou OpenBSD pour opérer mon système au lieu d'utiliser Windows, parce que vu que le logiciel Windows est compilé, qu'il n'y a pas personne à part Microsoft qui a accès au code source, ça peut être plus facile d'insérer Je pense que c'est pas. Je pense qu'on doit s'attarder. On ne doit pas s'attarder nécessairement au système, ou de la façon que les systèmes sont utilisés ou sont vulnérables ou pas. C'est plutôt des réflexes qu'on doit développer de la façon qu'on gère notre information. Et c'est certain qu'il y a des choses que vous ne voulez pas nécessairement qu'ils soient révélées à tout le monde. Donc, vous n'avez pas nécessairement de dévoiler dans un système ouvert. Vous allez vouloir toujours avoir un système où il y a un certain niveau de garde qui est fait. Mais ça n'empêche pas que vous devez aussi faire attention à ce que vous véhiculez, ou ce que vous envoyez, ou des choses de ce genre-là. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Non, pas tout à fait. Moi, ce que je vois, c'est un système propriétaire qui va avoir des capacités de call-out, donc qui va sortir du réseau local, il va se connecter avec le cloud au fournisseur, c'est ça. Puis je vois pas, si je réussis pas à faire du man in the middle, je vois pas ce qui est transmis. C'est que là, à ce moment-là, il y a un canal de sortie qui est fait, puis les données que je mets dans le système peuvent sortir. Que tout ce qui sort de votre ordinateur, ou même tout ce qui est dans votre ordinateur, c'est ouvert à l'heure actuelle.
Donc l'idée, c'est l'information, on peut même pas la mettre dans l'ordinateur, faire comme les Russes, acheter des dactylos. On va peut-être devoir, à certains niveaux, commencer à penser de cette manière-là. Évidemment, je ne veux pas rétrograder, mais je pense que ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on va peut-être arriver. Vous savez, somme toute, dans l'histoire de l'humanité, l'Internet, on est à nos premiers balbutiements. Oui, dans notre période de vie récente, on a vu l'Internet se développer d'une manière hallucinante et ça continue à se développer grâce à la technologie, etc. Mais je pense qu'on n'a pas encore saisi toute la portée de l'outil, puis on n'a pas encore collaboré universellement à vouloir rendre l'outil plus intéressant, plus important et plus sécuritaire. C'est un peu comme quand les autos ont été inventées. Les premières autos de Ford et compagnie, vous savez, c'était une boîte de métal, il y avait plus ou moins un break là-dessus, et puis ça allait de l'avant, un point c'est tout. Puis là, il y a eu des accidents, puis plus on allait vite, puis plus on se faisait mal, bien là, plus il y a du monde qui a commencé à dire, ben, peut-être on devrait mettre un bumper là-dessus, peut-être on devrait travailler sur des breaks un petit peu mieux pour avoir des meilleurs freins. Peut-être on devrait, puis là, de plus en plus, on a maintenant des sacs gonflables, etc., puis on a même des avertisseurs qui nous avertissent quand l'accident est arrivé. L'outil s'est développé avec une collaboration collective, avec des règlements collectifs, etc. À l'heure actuelle, on n'est pas encore dans cette zone sur l'Internet. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir qui se dise, OK, là, on va mettre nos petites tendances centristes des pays ou nationalistes des pays, puis il va falloir faire quelque chose parce que tous les pays deviennent de plus en plus dépendants du système informatique. C'est tout. Écoutez, si on a une attaque, imaginez juste, là, puis là, vous pouvez explorer à partir de l'exemple que je vais donner, là. Imaginez-vous qu'on a une attaque sur NAVCAN. NAVCAN, c'est le système de contrôle aérien qu'on a au Canada. Et là, on prend contrôle du système aérien au Canada, puis il n'y a plus un avion qui est capable de communiquer avec lui. Qu'est-ce qu'il y a avec les avions dans les airs? Comment ils atterrissent? Ils sont capables d'atterrir avec les instruments parce que là, ils sont tous en même temps qu'ils vont tout arriver. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, du zigzag et du slalom dans les airs, là, ça va être quelque chose. Avec des Boeing, etc. Alors, imaginez juste ça qui arrive. On a à l'heure actuelle, et vous m'avez déjà probablement entendu parler, des clients ici, au Québec, qui se font arnaquer par des criminels russes qui arrivent, qui encryptent tout leur système et qui demandent une rançon pour décrypter leur système. Simple, facile. Mais tu sais, c'est de démontrer jusqu'à quel point. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de partir après ces enfants de chienne-là qui sont de l'autre côté parce que les Russes ne vont pas collaborer avec nous. Alors, à un moment donné, les nations vont devoir mettre de côté leurs petits intérêts nationaux et commencer à penser de manière universelle. Tout le monde sait qu'en temps de gestion de crise, la transparence, justement, c'est une bonne méthode. L'année passée, au Black Hat, General Alexander essayait de convaincre la foule, justement, qui disait que les Américains n'avaient pas été espionnés, ou que s'ils l'avaient été, ça avait pris des mandats, que tout avait été pris. Pourquoi est-ce que, justement, les gouvernements, sans rentrer dans les détails, n'arrivent pas avec une preuve ou une espèce de manière d'expliquer, regardez, oui, ce qu'on vous a dit, c'est vrai, ou... il me semble que ce serait plus simple que... La réponse directe et simpliste peut-être, mais la réponse directe, c'est que le système de sécurité et de renseignement est fondamentalement malade. Ce sont des gens qui sont parano et schizophrènes. Alors, ils voient du mal partout. Ils sont même prêts à dévorer leurs propres employés juste par suspicion de quelque chose. Alors, par nature, c'est des gens qui vont atteindre. J'ai plein de questions, mais avant, juste une anecdote sur votre histoire du système d'exploitation et de la voiture. Parce qu'on va toujours avoir un problème parce qu'il y a un pilote dans les deux. Il y a quelqu'un derrière qui est à la chaise dans les deux. Mais j'ai une question parce que vous avez parlé de la démocratie, puis je ne veux pas être oiseau de malheur, mais il y a au moins un gros problème en ce moment. C'est qu'au Sénat, là, on a changé l'ordre de comment est-ce qu'on a déposé les trucs. On a tout passé par la Chambre des communes, puis aller au Sénat, puis aller avoir la sanction royale. On a déposé S4. Puis quand je regarde ça, je suis vraiment pas un expert juridique, mais quand je regarde ça, je vois que c'est exactement la même connerie que le Patriot Act. Vous avez dit qu'on s'en va vers, peut-être au niveau de la démocratie, mais moi je vois qu'au Canada, on est en train de se donner les outils pour faire la même merde que ce que Snowden nous a sorti au niveau des Américains.
C'était C12, puis là, c'est devenu S4, puis là, ben, moi, j'ai demandé à avoir des nouvelles du côté des gens au Parlement, les partis d'opposition, puis ils n'ont pas beaucoup de nouvelles, ils n'ont pas de position encore, parce qu'ils ont fait l'inverse, ils ont déposé ça au Sénat. Le Sénat va approuver, puis après ça, ça va être à la Chambre des communes, puis là, ça va aller direct à l'Assemblée. Et je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que je disais qu'on est dans une époque charnière à l'heure actuelle. Avec ce qui s'est produit avec les Schwartz, les Snowden, les Manning, etc., ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que d'un côté, il y a un genre de fissure qui s'est créé entre l'État et le citoyen. Et le citoyen devient de plus en plus sophistiqué, avoir de plus en plus de moyens et de pouvoir contrebalancer le pouvoir que l'État a. C'est une évolution, là, si je fais un petit peu de philo-politique, c'est une évolution qu'on n'a jamais vue là, depuis qu'on est passé de l'état de nature à l'état civil, depuis qu'on a eu Hobbes et compagnie qui nous a amené là, cette perspective de la démocratie de la société, c'est plus le monarque. On s'est comporté encore longtemps, même si on avait une soi-disant démocratie, avec des monarques qui nous disaient quoi faire, comment penser, puis où aller pisser. Et c'est plus exactement ça qui est en train de se produire, mais on est dedans. Et il va y avoir encore énormément de résistance, comme je le disais tout à l'heure. Le système est fait pour résister à ces attaques. Mais si on veut être optimiste, c'est peut-être intéressant ce vers quoi on s'en va. Mais on va avoir des éraflures en passant. Comment est-ce qu'on fait pour que les médias en parlent? Parce que, vous voyez, ça a été déposé. Moi, je serais surpris de voir les mains élevées à savoir qui savait qu'il y avait un projet de loi en ce moment au Canada qui ressemblait au Patriot Act dans la salle. C'est des gens qui savaient. OK. Vous voyez, les médias n'en ont pas parlé. Puis, ils donnent le même genre de pouvoir que qu'est-ce qu'on a vu avec Snowden, de dire qu'on va aller faire sans mandat, aller exiger des données des compagnies comme il y a eu aux États-Unis, Google, Facebook, etc. Ils se donnent tous ces pouvoirs-là, aller saisir les informations, tout ça, puis ça passe pas dans les médias, il n'y a personne qui le sait. Pourtant, le projet de loi, il est là. Tout à fait d'accord. Et c'est pour ça, oui, les médias sont importants. Oui, les médias sont importants. Vous voyez complètement souvent la BIN à la télévision. Je soutiens cette avenue-là. C'est une ligne de défense importante. Mais en même temps, c'est tout un autre débat aussi que de parler du problème des médias comme les médias le sont traités à l'heure actuelle. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, on va parler de Mme Tremblay qui s'est fait écraser un chien avec quelqu'un qui s'est sauvé. Puis demain, on va parler du problème en Crimée. Puis demain, on va parler du terrorisme. C'est le même journaliste qui va couvrir. Il n'y a pas la spécialité, il n'y a pas la connaissance. Puis il y a des choses comme ça qui leur échappent. Mais il faut dire, par exemple, là, je ne vais pas commencer à faire trop de politique, mais il faut dire aussi qu'on a un gouvernement bien spécial avec M. Harper, qui a été capable de dire, vous savez, c'est comme de démolir, mettons, encore une fois, je vais utiliser des images, là, c'est comme si on parle du temple de la démocratie. Là, tu peux venir avec une grosse boule, puis tu fasses dans les colonnes avec la grosse boule. Ça, c'est pas mal évident. Puis c'est trop évident. Des fois, les gens vont se lever contre quelque chose de changeant. Ou tu peux avoir un petit bonhomme comme Harper qui arrive avec un ciseau et un métro, puis pendant 8 ans, il n'arrête pas de taper sa colonne. Le résultat va être le même. Ça va s'effondrer à un moment donné. C'est juste que des petits morceaux, à la fois, ne font pas autant de bruit et autant de dégâts que la grosse boule qui est arrivée. C'est ça auquel on est confronté à l'heure actuelle. Un excellent article dans l'écrit avait été écrit d'ailleurs, ça peut utiliser l'énergie possible. Et c'est pour ça qu'on se doit d'être beaucoup plus aux aguets. Mais à quelque part, à notre niveau, à nous, où on est confronté de vouloir protéger nos entreprises, etc., on doit aussi se préparer contre des approches ou des attaques de ce académie. Moi, personnellement, j'ai un problème qu'au niveau entreprise, ça va aussi nous causer des problèmes parce que les Européens ne veulent plus hoster leurs trucs aux États-Unis ou des firmes américaines avec les révélations Snowden. Puis là, on va avoir le même problème au Canada. On ne va pas faire l'affaire. Mais en même temps, ça peut ouvrir des business. Justement, dans cette perspective. C'est ça. Mais juste pour faire du ménage sur ce que tu viens de dire, cette loi-là qui a été présentée, d'ailleurs, je suis au courant de ça, je ne savais pas qu'elle avait été présentée, je ne savais pas qu'elle était sur ce point-là. Mais c'est juste pour amener une certaine transparence. Parce qu'à la base, là, ce que Snowden a sorti,
d'un certain sens, on avait un doute que ça se faisait. Peut-être pas à cette ampleur-là, peut-être pas à cette grandeur-là, peut-être pas de cette façon-là, mais on sait que ça se faisait. On sait que les Chinois font le tour du monde qui viennent nous voir ça. Donc, on essaie juste de sortir une certaine transparence de ça. Tu as dit il y a quelques instants, il va falloir peut-être commencer à penser mondialement tout ça. Mais comment tu veux qu'on fasse ça lorsque tu sais que les Chinois font ça d'une certaine façon, que les Américains font ça d'une autre façon, que les Russes font ça d'une troisième façon? Quand tu essaies de penser mondialement, alors qu'il y a trois façons de faire les choses, ou trois manières de faire la même chose, à un moment donné, c'est la Troisième Guerre mondiale, cyberguerre qui va partir, là, même si on sait déjà qu'elle est déjà là. C'est un peu comme quand tu tournes ton gazon. Tu ne peux pas tout tourner ton gazon, monsieur. Il faut y aller rang par rang. Et puis éventuellement, tu as fini par faire tout. Ouais, mais après ça, il faut que ça commence. Et parce qu'effectivement, à un moment donné, les choses vont évoluer, la technologie va évoluer, etc. Mais il y a des cadres que l'on peut commencer à donner. Comme on a un cadre juridique, si on prend notre exemple ici au Canada, que plutôt tout le monde connaît, dans un cadre juridique criminel, à titre d'exemple, tu as des fondamentaux là, qui sont inaliénables. Tu es présumé innocent jusqu'à temps que tu aies été reconnu hors de tout doute coupable. Tu as le droit à un avocat, tu n'as pas le droit d'être emprisonné de manière abusive à vité éternelle. Tu as le droit de voir la preuve contre toi. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont établies. C'est ce genre de choses-là qu'il va falloir commencer à établir aussi. On entend souvent le cliché, la planète c'est un grand village, c'est un petit village, etc. De plus en plus, ça devient vrai. Et de plus en plus, on est confronté à cause des risques et des conséquences que des attaques sur le cyberspace va avoir sur nous. Plus on va avoir des conséquences qui sont catastrophiques, plus ça va nous amener à penser sérieusement qu'il va falloir que ça se plie. C'est certain, je suis le premier à le dire, il va falloir qu'on se plante bien des fois avant qu'il y en ait qui commencent à le faire. Regardez le réchauffement de la planète, on en parle depuis vité éternelle, puis on a encore la difficulté à avoir des gens qui s'accordent à même admettre que ça a lieu. Mais on avance. On avance dans cette direction. J'espère qu'on va avancer assez vite. Donc, là, de l'informatique, c'est dans cette perspective-là, effectivement. Mais ce qui est intéressant, ce que j'appelle comme argument, c'est qu'on a en contrepartie des moyens, monsieur et madame tout le monde, comme on n'a jamais eu avant. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été, sur lequel on n'a jamais compté dans le passé. L'époque des rois, l'époque de la démocratie du siècle dernier, etc. Le pouvoir du peuple, là, il s'exerçait une fois à tous les 4 ans, puis 5 ans des fois, puis des fois, on pourrait discuter sur le vrai pouvoir qu'on avait. S'il y en a qui ont écouté une nouvelle hier là, avec la manipulation que M. Mulroney a faite des élections, etc., c'est assez intéressant. Mais en ce moment, là, on est capable de faire des révélations, mais c'est une lame à deux tranchants. C'est ça que j'apportais aujourd'hui pour dire comment c'est une lame à deux tranchants au sein des entreprises. Et il y a un message à livrer aux exécutifs, c'est de dire, faites attention. Si vous avez des squelettes dans votre placard, là, ça risque de sortir. Si vous en créez des nouveaux, en pensant que vous êtes capable de les empiler dans le même placard, puis ça ne sortira pas, il suffit que d'une personne, à un moment donné, sorte l'information, puis débrouillez-vous avec ça. Ça sort sur YouTube, ça sort sur l'Internet, et puis là, vous allez être capable. Peut-être une dernière question, puis après ça, peut-être parler de ta conférence rapidement, juste pour que les gens puissent aller dîner pour revenir, puis qu'ils soient là pour la conférence de Bonnie tantôt. Oui. Peut-être une dernière question, puis après ça, peut-être le monsieur, c'est pas longtemps qu'elle a la main levée. Après ça, peut-être le prendre offline. Les deux dernières. Il y a une tendinite, là, je ne vois pas d'ici, les pauvres choses. Dans les révélations de secondaire, on voit qu'il y a des pratiques qui ont été exposées, des pratiques qui étaient probablement inconnues, je dis probablement parce que les secrets comme ça, des fois, ça fait dur à regarder. Est-ce que ces révélations-là ont changé les rapports de force à l'intérieur du réseau politique des alliés? Et à travers ça, est-ce qu'on peut faire une distinction entre les coulisses et les nouvelles officielles, par exemple, entre un chef politique qui fait une annonce publique dans les médias, puis est-ce qu'on peut faire une distinction à ce qui nous semble être des grands joueurs comme l'Allemagne et un petit joueur comme l'Argentine? Oui. Et... ça, je
Le cynique que je suis va vous dire, dans les relations internationales, il va y avoir, ce que je te dis pour aller au lit avec toi, une fois qu'on a vu que j'ai obtenu ce que je voulais, ben après ça, j'oublie ton nom. C'est à peu près comme ça que ça va se produire. Oui, M. Obama s'est excusé à la chancelière allemande pour dire c'est vrai, c'est pas fin, c'est pas beau, on fera plus ça. Puis je vais donner des ordres maintenant pour ne plus le faire. Mais est-ce que les ordres vont être suivis? Il y aura tout le temps un petit fin finot qui va trouver un moyen légal, une justification, une logique quelconque pour arriver à dire ben, il faudra quand même le faire et de continuer à le faire. Ça, c'est le cynique en moi, puis c'est probablement ce qui va arriver. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'espionnage, c'est probablement l'un des plus vieux métiers du monde. Vous allez prenez son dessus, qui a écrit le petit livre L'art de la guerre. L'art de la guerre, ça a été écrit il y a 200 ans passés, 2000 ans, pardon, 2000 ans passés en Chine. C'est 13 petits chapitres. Le 13e chapitre, c'est l'art d'utiliser les espions. Je veux dire, tu ne peux pas, avec un pays qui a 2000 ans passés, réfléchissait sur l'art d'utiliser des espions, s'attendre à ce que demain, ils vont arrêter de faire des choses de ce genre-là. Non, ça va continuer encore une fois. Mais dans les coulisses, dans les discussions, ça change quoi? Ben, ça change que maintenant, un homme averti en vaut deux, ou une chancelière avertie en vaut deux, puis là, vont commencer à se protéger un petit peu plus. Cela dit, encore une fois, j'ai mis deux petits bonhommes sur mes épaules qui se parlent. Je me souviens de la maxime qui dit que les États n'ont pas d'amis permanents, ont juste des intérêts permanents. Et pour ce faire, ben, on va aller selon les intérêts de l'année ou du moment où on se trouve dans cette situation. Est-ce qu'il y a des chances de voir quand même des choses qui vont changer? Ben, je reviens encore à ce que je préconise, ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'avec les moyens maintenant que l'on a à notre disposition, même si le système est rodé et s'organise pour essayer de clouer le bec ou d'empêcher les gens de dire quoi que ce soit. Récemment, le gouvernement Harper sortait une nouvelle loi qui, tous les gens qui ont travaillé comme moi dans le domaine de la sécurité devront à l'avenir garder le secret jusqu'à la mort. On n'a pas le droit de partager quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit. Tu sais. Ben, ça, c'est la meilleure façon d'ouvrir à des abus de tout acabit, parce que s'il y a des abus qui sont faits par les services secrets au nom de nous protéger, et que c'est pas correct qu'ils ont brisé la loi, mais ceux qui sont au fait de l'information n'auront même pas le droit de le dire, théoriquement, même après 25, 50 ans, comme on avait au moins. Bon, 25, 50 ans, c'était déjà loin, mais là, ça va être, tu t'en vas dans ta tombe avec. C'est pas correct. C'est vraiment pas correct. Il faut s'opposer à des choses. Avec tout ça, là, quand on est en train d'avoir une tendance pour dire que les citoyens qui vont devoir surveiller et dénoncer, on est en train de rendre les corporations, les gestionnaires, les dirigeants plus paranoïaques versus leur employé, versus le monde. J'entends déjà avec le gouvernement qui fait ses lois, puis la loi des whistleblowers qui est plus jamais là, actuellement. Pour certains, ça va être le réflexe qu'ils vont développer. Ils vont devenir plus paranoïaques face à leurs employés. Ils vont vouloir tenter de se couvrir plus et de se protéger plus en général. Mais ça, c'est à peu près comme le gars qui trompe sa femme. Plus il trompe sa femme, plus longtemps il trompe sa femme, plus il devient paranoïaque, puis plus longtemps, plus vite il devient sensible à toutes sortes de choses. À un moment donné, sa femme va dire quelque chose totalement anodin, puis là, lui, il pense qu'il vient d'être découvert, puis là, il va se choquer, puis des choses de ce genre. Quand tu es mal à l'aise dans cette perspective-là, ça va t'amener à faire des excès dans tout, y compris des erreurs. Je pense que le réflexe qui se doit d'être développé par les entreprises, c'est de dire, écoutez, voici notre code de conduite, puis ça va être de A à Z, puis ça va être du balayeur jusqu'à l'exécutif qui va faire ça. Et c'est comme ça qu'on va se comporter. Des fois, c'est pas le fun. Des fois, on se fait prendre, puis dire, ouais, ok, j'ai fait une erreur ici, il faut corriger. Ça va, j'espère, nous amener à un niveau, puis c'est ça que je trouve d'intéressant dans ce qui est en train de se produire, c'est que ça va nous amener, à cause de cette transparence forcée ou intentionnelle, à un plus haut niveau
plus grand respect des éthiques que l'on prêche depuis longtemps, puis que l'on n'a pas peut-être toujours suivi. Si je prends encore l'exemple de l'analogie avec la commission Charbonneau, tout le monde sait d'autres affaires qui étaient illégales, qui n'étaient pas correctes, etc. Mais ils le faisaient quand même parce qu'ils pensaient ne jamais être attrapés. Là, en ce moment, tu risques un jour d'être attrapé. Tu vas te faire rattraper, en tout cas, par tes employés. En terminant, merci Michel de m'offrir l'opportunité. Simplement passer une petite annonce vite. Si le domaine de l'espionnage, du contre-espionnage et de la protection contre l'espionnage corporatif vous intéresse, en décembre, les 1er et 2 décembre à Gatineau, donc à côté d'Ottawa, au casino de Hull, on va tenir notre prochaine conférence sur l'espionnage corporatif. C'est la seule conférence en Amérique du Nord qui se spécialise sur l'espionnage corporatif. La dernière fois, juste pour vous donner un exemple, c'est notre dernière conférence, on avait un ex-espion chinois, cubain, israélien et américain qui sont venus parler et qui nous ont dit comment ils volaient les informations, comment ils avaient procédé, comment leur système fonctionnait, etc. C'est la seule conférence aussi, peut-être mondiale, où on a 4 tracks, mais il y en a une track qui est consacrée juste à des niveaux secrets. Donc, si vous avez votre code de sécurité secrète du gouvernement fédéral, vous allez avoir 2 jours de briefing qui vont être donnés par des responsables de l'OTAN et du gouvernement fédéral. Ils vont donner des précisions beaucoup plus pointues sur la menace auquel on est confronté en matière d'espionnage corporatif au Canada. D'ailleurs, à titre d'exemple, le directeur du contre-espionnage de l'OTAN va venir donner un briefing déclassifié et classifié. On a à peu près 40 présentations différentes qui vont venir. On va avoir une chambre qui va être bodée, on appelle le ballroom, on va avoir une chambre bodée où on va avoir littéralement rempli une salle de conférence avec des micros, des appareils de surveillance, et on va vous inviter à essayer de les trouver. Une fois que... Si on a un capture de flag, ça c'est capture de bug. Capture de bug. Et après ça, on va vous montrer comment on fait un sweep électronique. Comment on fait un balayage électronique pour faire de la contre-surveillance, comment on détecte les choses. Mais on va vous montrer aussi des appareils de surveillance, comment ils sont faits. À titre d'exemple, je vois une bouteille d'eau comme ça. Là. Il y a un produit israélien qui a été développé. La caméra de surveillance et le micro est dans le capuchon de la bouteille d'eau. La personne rentre dans la réunion avec une bouteille d'eau, boit l'eau. Combien de fois on laisse nos bouteilles d'eau là parce qu'elles sont terminées, etc. Mais dans le capuchon, il y a un appareil de surveillance installé, etc. Alors, toutes des choses comme ça qu'on va aussi révéler, qu'on va vous présenter. Et on a des conférenciers internationaux, des espions, qui viennent nous parler de ça. Alors, 1er et 2 décembre, si ça vous tente. Va être en ligne d'ici la fin de semaine et c'est ICE 2014, ICCE 2014.